de dynastie à l'une des plus grandes puissances du monde, la Chine est un pays d'Asie riche de 3000 ans d'histoire. Étant la plus vieille civilisation du monde et riche de plein de façons, elle fut reconnue comme étant l'un des plus grands empires du monde. Et malgré de sombres périodes, je pense à la guerre de l'opium ou à la famine de Mao, aujourd'hui encore se tient dans le top des pays les plus puissants du monde. La République populaire de Chine est l'un des plus grands pays du monde avec une superficie de 9 561 240 km², si ce n'est le troisième pays après le Canada. C'est aussi le pays le plus peuplé avec au moins 1,4 milliard d'habitants et de bien d'autres grandeurs. Mais à quoi est dû tout ça? Eh bien, beaucoup de choses, que ce soit leur puissance militaire qui se rapproche de celle des Américains, ou de son poids politique sur la sphère internationale, ou encore les avancées technologiques, mais aussi leur croissance économique hallucinante qui en même temps de Covid semble fleurir de plus belle. Je dis semble parce que, vu leur niveau de transparence, on n'est jamais trop sûr. Mais dans tout ce lot de facteurs se trouve l'une des plus grandes richesses d'Asie, dont on a déjà entendu parler sans vraiment savoir ce que c'est. C'est la route de la soie. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est un réseau de routes ayant contribué à l'essor du commerce entre l'Orient et l'Asie. Elle détient sa propre histoire, donc on va y aller rapidement. C'est un peu difficile à suivre car elle n'est pas très linéaire. Le contrôle de ces routes va passer de main en main. Mais à l'origine, quand les marchands utilisaient ces routes, ils ne savaient probablement pas ce qu'elles représentaient. Je m'explique. C'est un peu comme si ce matin, je veux aller chez mon cousin de Trois-Rivières. Donc, je décide de prendre l'autoroute de la soie pour y arriver. Mais dans ce cas, c'est plus du genre, je dois aller en Europe. Ça va être long, mais heureusement, je connais un bon chemin pour m'y rendre. Pour en revenir au sujet, c'est à partir de la dynastie des Han qu'elle est formellement devenue un réseau de routes terrestres. Celui-ci ouvrait les portes du commerce avec les pays de l'Ouest. Ce n'est pas évident parce que des brigands de toutes sortes, principalement des peuples mongols, mettaient en péril ces échanges. Ces routes seront même bloquées par les peuples perses à un certain moment de l'histoire. Des années plus tard, les Turcs feront la même chose lorsque son contrôle tombera entre leurs mains. Ottomans à l'époque. Le peuple perse vont, eux, étendre ces routes à travers la Mésopotamie qui est actuellement l'Iran, aussi dans le bas de l'Inde, jusqu'à atteindre l'Égypte. Le blocage des routes va éventuellement forcer les Européens à développer d'autres réseaux de routes, mais cette fois-ci maritimes. Fun fact, c'est comme ça que les Européens vont arriver dans la Nouvelle-Inde, autrement dit le Canada. Le nom vient justement de la soie de Chine, dont ils étaient les seuls à détenir le secret de fabrication pendant longtemps. Elle était surtout très populaire dans l'Empire romain et même en Grèce et en Égypte. Pourtant, les premières mentions de cette appellation viennent d'un géographe et voyageur allemand, Ferdinand von Richthofen. Ces routes ont aussi été mentionnées par Marco Polo. L'exemple de marchandises qu'on peut y trouver, des chevaux, des cuirs, des fourrures, des produits luxueux comme l'ivoire et le jade. Et c'est comme ça qu'ont été introduits en Chine des produits comme les concombres, les figues, les fruits de grenade, notamment l'art de faire du vin en pressant le raisin. C'est comme ça que les Européens ont aussi découvert le verre, les épices, l'ambre, etc. Ces routes ont contribué à un échange culturel extraordinaire, que ce soit dans les domaines de l'art, la philosophie, la langue, la science, l'architecture, en passant par la religion. Je fais référence à l'islam et au bouddhisme. Je pense aussi aux technologies telles que la boussole, le papier ou la poudre à canon. Ces échanges eurent lieu à travers des relations commerciales que les différents peuples ont pu entretenir grâce à ces routes. Évidemment, ce n'est pas tout beau tout rose. On a eu des maladies comme la peste qui y sont passées. Donc, si vous voyez la carte ici, tout a débuté en Chine, dans la ville de Xi'an, à Antioche, qui est actuellement la Turquie. Éventuellement, ça s'est développé. Mais actuellement, qu'en est-il?
Aujourd'hui, ces routes ont un impact dans le monde et influent sur les relations mondiales. Mais on y arrive. C'est là qu'entre en jeu la Chine. En 2013, le président de la Chine, Xi Jinping, lance un projet d'envergure majeure, One Belt, One Road, qui sera rebaptisé The Belt and Road Initiative. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une seule route, mais plusieurs routes qui rentrent en jeu là-dedans. Il vise à développer les réseaux routiers entre la Chine et l'Europe, de sorte à mettre en place des infrastructures de transport, d'énergie et de télécommunications. Évidemment, depuis 2013, les choses ont évolué de façon différente, et s'étend même au-delà de l'Europe, soit Asie du Sud-Est, Amérique du Sud, États-Unis, Turquie, et même en Afrique. Dans le fond, l'idée, c'est de développer des infrastructures modernes et stables dans des pays où ce n'est pas encore le cas, pour sécuriser et favoriser les échanges commerciaux, en mettant en évidence, évidemment, la Chine en son centre. Là, on parle donc d'autoroutes, de réseaux ferroviaires et maritimes, de gazoducs, d'oléoducs, etc. Acheminer des marchandises de l'Est de l'Asie à l'Europe prend en moyenne 1 mois en cargo, 3 semaines par la route et 2 semaines par camion. Maintenant, on parle de pouvoir faire Pékin à Londres en moins de 38 heures, mais ça ce sera d'ici 2026. Ça va encore plus loin, jusqu'à connecter l'Asie à l'Amérique du Nord via un tunnel sous le détroit de Bering. Les chiffres approximatifs investis dans ce projet sont encore incertains. Vu le niveau de transparence de la Chine, on ne sait jamais. Hein. Mais juste à titre d'exemple, une interview dans le Figaro en mars 2019 a révélé qu'au moins 180 milliards d'euros ont été investis rien que pour développer la 5G dans les pays concernés. Ce projet va relier 3 continents, traverser 68 pays. Mais pouvez-vous imaginer ce réseau de transport mondial? Beaucoup de critiques accompagnent ce projet, évidemment. Par exemple, les inquiétudes sur le plan environnemental. La critique majeure qu'on y apporte, c'est le monopole que celle-ci va entretenir sur les échanges internationaux dans la mesure où elle accroît son influence et son contrôle. Par exemple, le fait qu'elle négocie individuellement avec chaque pays d'Europe au lieu de s'adresser directement à l'Union européenne. Le financement personnel qu'elle apporte, en plus de faire affaire majoritairement avec des entreprises chinoises et ouvriers chinois. C'est là la politique de la canonnière qui consiste à investir dans la construction d'infrastructures à l'étranger et d'en réclamer le contrôle au cas où le pays serait incapable de payer sa dette. Dès 2014, la Chine a mis en place la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, BAII, ou AIBB en anglais, qui soutient principalement des projets de développement en Asie centrale dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'aménagement urbain et des télécommunications dans des pays comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, la Birmanie, le Pakistan, l'Indonésie, l'Inde et autres. Elle finance les projets avec des taux d'intérêt faibles, mais demande en contrepartie l'exclusivité de zones de pêche, de ressources minières, ou même de se faire céder certains terrains. Pour les pays émergents, ça peut être des partenariats rentables, mais cela amène un risque de la dette pour les pays moins élevés, moins développés. Cela ne peut pas nécessairement correspondre aux besoins du pays en soi, mais principalement servir les intérêts chinois. Selon Angus Reuillet, professeur à l'université de Louvain, ce que veut la Chine, en plus d'accéder à de nouveaux marchés pour exporter ses biens manufacturés et d'importer plus facilement des ressources, c'est accroître ses sphères d'influence et redéfinir les normes et règles internationales. Cette dépendance s'étend même au niveau politique où M. Anguy nous dit « La Chine exerce aujourd'hui des pressions importantes sur ces pays qui dépendent économiquement d'elle pour qu'ils votent dans les institutions internationales en faveur de la Chine, par exemple au sein de la Commission des droits de l'homme à l'ONU. Cela laisse place à la corruption et compromet la santé financière d'un pays. Évidemment, on a des pays comme l'Australie qui dénoncent et s'opposent même à ces formes de pression. D'autres se sont même retirés des partenariats, comme la Malaisie en 2018.
Mais l'un des exemples les plus marquants à ce jour est celui du Sri Lanka, qui en 2017 a emprunté près d'1 milliard pour la construction d'un port à Hambantota. Incapable de rembourser cette dette, Pékin en a pris le contrôle pour les 99 prochaines années. D'un autre côté, les routes de la soie imposent une forme de stabilité et sécurité dans des pays en pleine reconstruction. Des États peu présents sur la scène internationale comme les îles de la Réunion, le Kazakhstan, l'Afghanistan, l'Ouzbékistan vont bénéficier de gros investissements chinois. Selon les déclarations officielles chinoises, ça reste un projet qui va bénéficier à la communauté internationale et favoriser l'entente et coopération entre nations. Donc on fait plutôt la paix et non la guerre. Est-ce que ça ira même jusqu'à redéfinir les frontières, surtout dans un contexte de mondialisation? Qui sait? Ça fait quand même beaucoup d'explications pour aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer un peu... je vais plutôt éviter de vous expliquer ce que c'est que le Covid-19, en assumant que vous savez déjà ce que c'est. Mais ce dernier ralentit un peu le projet. On a plusieurs pays, comme le Pakistan, qui demandent même certains délais d'allongement pour rembourser leurs dettes. Les nouvelles routes de la soie vont plus loin que celles précédentes. Ce sont des corridors terrestres de la Chine à l'Europe, en passant par le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne, la France et même le Royaume-Uni, que ce soit route ou chemin de fer. Par exemple, en 2015, le chemin ferroviaire qui partait de Rotterdam à Nanchang traverse maintenant la Russie, la Pologne et l'Allemagne. Elle fait au moins 12 000 km et ce trajet est faisable en 17 jours. En 2009, un gazoduc chinois-Turkménistan a été inauguré. Il connecte maintenant les deux pays. On a maintenant des routes maritimes reliant même l'Afrique. On a des points importants comme le port dans la ville de Gwadar à l'ouest du Pakistan. Point stratégique parce qu'il est entre le détroit d'Ormuz, la mer Rouge plus dans l'ouest et l'Inde et le Sri Lanka à l'est. On a aussi des ports sur l'île de la Réunion et Mayotte, stratégiquement bien placés car c'est le chemin des zones de pétrole du Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, et ça ouvre même les portes vers l'Europe et l'Amérique. Donc, la route de la soie, qui s'est perdue dans l'histoire, a fini par retrouver son chemin vers la sphère mondiale grâce à la Chine, qui tente de renforcer son essor en tant que superpuissance. Elle offre ainsi une alternative au modèle libéraliste américain et améliore son soft power. Que ce projet soit perçu comme une menace ou au contraire comme une grande opportunité, il reste à observer comment sa situation évoluera d'ici 2027. Espérons seulement que le Covid ne fera pas de ce projet un autre chantier de construction comme à Montréal.